J'en parle tout de suite au début de la vidéo. AEW All In 2024 sera rediffusé sur la chaîne française Warner TV Next le lundi 2 septembre à 21h10, commenté en français par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo. Waouh, on vit vraiment dans une époque bénie pour le catch. Ouais, salut à tous, c'est Sturi. Comme promis, on va faire le qu'est-ce qui s'est passé de ce show All Elite Wrestling All In 2024 qui s'est tenu dans la soirée du dimanche 25 août 2024. Un joyeux anniversaire à Christophe Ajus. Bien évidemment, ce show se tenait comme l'année dernière à Wembley. Un peu plus de 50 000 personnes présentes sur place. Affluence en baisse par rapport à l'année dernière, c'est sûr, on va pas la jouer langue de bois. En revanche, prenez juste un temps, regardez l'histoire du catch, l'histoire de ce sport divertissement à part WWE. Qui a fait ça? Quelle compagnie qui se veut internationale a réussi une telle performance? Même si New Japan Pro Wrestling réussit des excellentes affluences à plus de 40 000 personnes lors du Tokyo Dome, dès lors qu'ils viennent en Angleterre, on dépasse pas les 10 000 spectateurs. All Elite Wrestling, c'est une compagnie qui a à peine 5 ans, qui assure des salaires et des revenus décents pour plus d'une centaine de catcheurs internationaux sur le marché. Sincèrement, du fond du cœur, bravo pour ce qui est accompli jusqu'à présent. Merci pour cette alternative. Alors évidemment, bien sûr, rien n'est parfait quand on se pose et qu'on regarde ces 5 années d'évolution. Il y a toujours des axes d'amélioration et des choses qui peuvent amener la compagnie à évoluer encore un peu plus. On en parlera aussi bien sûr, mais quand je prends globalement dans l'ensemble cette édition de All In 2024, j'ai passé un incroyable moment chargé d'émotions avec des surprises. On est un petit peu passé par tous les états. All Elite Wrestling peut vraiment se satisfaire d'avoir réussi son coup. Avant d'aller dans le débrief de tout ça, parce qu'on était vraiment aussi au cœur d'un gros week-end catchesque avec une ambiance à la WrestleMania à la sauce britannique. Beaucoup de compagnies ont fait des shows de catch autour de l'événement All In. Il y a eu un excellent show de la Eve Wrestling. Il s'est aussi passé quelques dingues du côté de Riot Cabaret. Un show caritatif streamé gratuitement qui récoltait des dons en faveur de la Palestine. Et surtout, la veille de AEW All In, il y a eu ce superbe show Revolution Pro 12e anniversaire. On en a fait un live react sur la chaîne Twitch. Et j'ai passé, et je pense que les gens qui étaient présents avec moi en live et qui ont regardé ce show ont passé un incroyable moment à la découverte de véritables pépites du circuit UK. Mention spéciale à cet immense main event qui a opposé le champion en titre Michael Oku à Luke Jacobs. Une immense histoire racontée sur une trentaine de minutes et des émotions qui étaient vraiment très présentes. Un gigantesque coup de cœur pour ma part au match de championnat par équipe avec Chuck Mambo et T.K. Cooper qui ne cessent de me fasciner. Et que dire de cet immense classique, cette immense clinique de catch technique entre Zack Sabre Jr., vainqueur du G1 Climax de retour sur ses terres, qui affrontait le génie, le sorcier, le magicien de la technique Eiji Sero en provenance du Siam Halal. Un match qui, je pense, restera totalement intemporel et qui a fait vraiment d'énormes heureux dans le public. Les gens sur place, plus de 3300 personnes visiblement selon les chiffres qui ont été dévoilés, tout le monde a dû passer un excellent moment. Bon, c'était long. Cela dit, c'était un show assez long. J'en tiens un peu moins rigueur que quand je fais d'autres analyses parce que ça reste quand même le circuit indépendant avec beaucoup moins de moyens de production, pas de gros sponsors, vraiment une structure indépendante qui s'est créée par elle-même, qui a fait des bons partenariats, qui a mis en place des chouettes programmes, des belles affiches et qui se retrouve vraiment très bien récompensée par une affluence encore une fois record à la Copper Box Arena. Ça fait tellement plaisir. Avant aussi d'embrayer sur All In, je voudrais parler rapidement de ce qui s'était passé à Collision, l'épisode qui a été enregistré après l'épisode de Dynamite cette semaine du côté de Cardiff, où on a ressenti enfin ce que j'attendais le plus du public européen, notamment du public britannique, c'est ce côté totalement sauvage, cette espèce d'atmosphère organique que seul ce public UK est capable de créer. Bon, c'est les Français, on est aussi capable de créer des trucs super cool, je vous rassure, mais je me suis explosé le crâne quand j'ai vu Big Bill recevoir la pop de sa vie dans son combat contre Hook. J'avais d'ailleurs un petit peu peur que le combat entre Hook et Chris Jericho à All In soit un immense four, à cause de cette réaction qu'a suscité Big Bill, qui est dans le coin de Chris Jericho. Il y a eu aussi, et ça s'est confirmé à All In, une immense atmosphère et un immense accueil pour Double J Jeff Jarrett, 58 ans. Et oui, Jeff Jarrett provoque à 58 ans les plus grosses réactions de sa carrière aujourd'hui. J'aurais pas pensé dire ça un jour. D'ailleurs, j'en profite, on fait bientôt un quiz sur la carrière de Jeff Jarrett, sur Twitch.tv, c'est Sturi 316, ça sera mercredi, à partir de 20h probablement. Bref, on était paré à passer une excellente soirée en live react sur Twitch, des surprises, il y en a eu, vous avez été à un moment donné plus d'1 millier à être présent sur ce live react et ça me fait particulièrement plaisir. All Elite Wrestling All In 2024 depuis Londres, Wembley, qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors All Elite Wrestling, ils se sont déplacés avec beaucoup de monde qui était présent pour la diffusion d'AEW Dynamite, l'enregistrement de AEW Collision. Il y a eu dans le Zero Hours, qui est l'équivalent du pré-show, gratuitement sur YouTube, beaucoup de matchs qui ont été proposés, 3 combats. Mais quand je dis beaucoup de matchs, en réalité, c'est parce qu'il y a beaucoup de catcheurs qui étaient impliqués. Je vais pas faire le débrief de ces combats, c'était un petit peu de la mise en bouche, histoire de récompenser les gens qui n'étaient pas sur la carte principale d'une apparition. Il y a eu un combat 5 contre 5, il y a eu un combat 8 contre 8, il y a eu aussi Tomohiro Ishii en équipe avec Willow Nightingale qui ont pulvérisé, comme vous en doutez, Stokely Hathaway, c'était un peu drôle ça avec Chris Statlander. Dans le pré-show, on notera surtout que Saraya est arrivée avec toute la famille du clan Knight. Elle qui avait eu l'accueil héroïque l'année dernière sur We Will Rock You et qui était devenue la championne World Women All Elite Wrestling, et ben elle était pas contente parce qu'elle était pas sur la carte, donc elle a pris un petit peu tout le monde en otage avec toute la famille derrière et ça a donné le moment du retour de Jamie Hayter. Enfin, 1 an de convalescence. Jamie Hayter est de retour chez All Elite Wrestling. Elle est venue évidemment terrasser tout le monde. La réaction était très très forte et j'ai vu en effet sur les réseaux que ça s'est pas mal plaint. Oui, on fait revenir Jamie Hayter, on la met pas sur la carte principale. Jamie Hayter, if you can hear us, please save us. Please save us, Jamie. Please, if you can hear us, Jamie. Yes! Let's fucking go! Je rappelle les mecs, ça reste quand même un show gratuit qui donne envie logiquement d'aller acheter le pay-per-view derrière. Il y allait y avoir beaucoup de surprises justement sur cette carte principale. Je pense pas que ça soit un si mauvais move d'avoir mis Jamie Hayter à cet endroit-là du show. Parce que oui, l'autre endroit où elle aurait pu apparaître, c'était dans le combat qui allait opposer Mercedes Moné à Britt Baker. On a laissé ça de côté, on l'a fait démarrer un programme avec Saraya qui fait sens. Curieux pour la suite, très heureux de la revoir dans un ring. Et ça donne un indice, tout peut arriver à Wembley et tout va probablement arriver à Wembley. La carte principale, on est parti. Alors pour cette review, je vous cache pas, je fais un petit peu les choses de tête, j'ai pas revu le show, donc je vais faire des approximations, il va pas y avoir un gros play-by-play sur toutes les actions, je vais plus vous donner, voilà, mes avis à chaud, mon ressenti, à commencer par déjà une production. Ok, j'ai trouvé que le rendu audio était pas si mal. Par rapport à l'expérience vidéo de l'année dernière, j'ai ressenti une meilleure implication émotionnelle de la part du public. C'est jamais très très simple de sonoriser correctement du catch au sein d'un stade, même WWE des fois sont un petit peu tributaires de ça et on a tendance à passer des fois à côté de grosses ambiances vécues sur place à WrestleMania, pas toujours très très bien retranscrit à la télévision. La disposition du stade laissait un stage d'entrée dans la longueur cette fois-ci, pas dans la largeur, donc ça a donné déjà un aspect un petit peu plus starifiant. Et gigantesque bémol, j'étais obligé de le notifier parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup se sont plaints et avec raison. Il y a toute une partie du public qui était du côté opposé au stage d'entrée, qui ne pouvait pas voir le show sur un écran géant sans se retourner derrière eux, parce que voilà, il n'y avait pas d'écran de rediffusion du show au-dessus du ring de leur côté, il y en avait à droite, il y en avait à gauche. Et oui, je trouve que c'est un important loupé parce que les gens que tu dois satisfaire, les gens qui t'appellent de l'argent dans ta compagnie, bah oui, ce sont aussi les spectateurs qui viennent sur place et ça va faire des déçus et des déçus qui, bah oui, vont peut-être pas reprendre un ticket pour l'année prochaine quand on voit que All Elite Wrestling a toujours de l'ambition de séduire ce public UK. Ils sont pas de retour avec le format All-In en 2025, ça sera un Forbidden Door qui sera organisé une fois de plus pendant l'avant-dernier week-end du mois d'août. En revanche, ils ont déjà annoncé que All-In reviendrait avec un format All-In, peut-être dans un stade, en 2026. Là, il faut assurer, faut mettre des écrans, les gens qui sont loin, qui payent quand même assez cher, pas seulement que leur place, mais aussi leur déplacement, la vie sur place à Londres. Ah ouais, c'est quand même une belle manière de prendre soin d'eux. Prenez soin de vos audiences, les promoteurs de catch, quels que soient les promoteurs de catch. Pendant le pré-show, on a également fait rentrer les équipes qui vont participer au premier combat de la soirée, qui est le 4-Way Trio Tag Team Leader Match. Compliqué, il va y avoir un sacré bordel, des spots dans tous les sens, vous savez très bien, les Leader Match, c'est pas toujours ma cam. Les champions The Patriarchy, Christian Cage, Killswitch et Nick Wayne défendent contre la Maison du Noir, Brody King, Buddy Matthews et Malakai Black, le Bang Bang Gang composé d'Austin Gull, Colton Gunn et Joyce Robinson, et l'équipe qui s'est qualifiée à AEW Collision, le Blackpool Combat Club, Clodo Castagnoli et Wheeler Yuta qui ont
fait une alliance avec le régional de l'étape, PAC, qui n'était pas présent à Wembley l'année dernière. Et est-ce que PAC va rejoindre le Blackpool Combat Club? C'est une question qu'on se pose. Pentagon Junior risque de bouger à la concurrence, étant donné que ce spot semble être prévu à la base pour le triangle de la mort. 19 minutes, des spots assez originaux, des échelles pas très grandes au début, et c'est pour ça que Christian Cage, plus malin, lui il est parti chercher une plus grande échelle vers la fin. Je trouvais que le suspense a été plutôt bien maintenu. Bon, évidemment, hein, dans ce genre de multi-man match, il y a beaucoup de gens qui dorment très longtemps à l'extérieur du ring pour des fois pas grand chose. J'ai trouvé que tout le monde a brillé à peu près à part égale, et belle victoire, belle récompense pour le public, puisque PAC va décrocher les ceintures et devenir une nouvelle fois champion trio avec d'autres partenaires cette fois-ci. Une excellente manière de mettre une grosse ambiance encore un peu plus du côté de Wembley, parce que bah oui, PAC qui est récompensé devant son pays, devant son peuple, devant plus de 50 000 personnes, ça fait du bien. C'est voilà, ça met le sourire, ça met le smile. Petite chose à noter à la toute fin du combat, et ça n'a pas été super bien filmé par All Elite Wrestling, Luchasaurus, enfin Killswitch, alors Killswitch parce que sous le patriarcat, Christian Cage il a rebaptisé Luchasaurus en Killswitch, et ben ils se sont pris la tête, voilà. Et Christian Cage qui perd Killswitch, attention, c'est quand même quelque chose qui a été teasé de longue date. J'ai trouvé que c'était très très bizarre de nous le teaser ainsi sans une grosse production vidéo dessus, parce que ça a véritablement un potentiel, on le sait depuis longtemps, à faire exploser une foule. Non, ils l'ont fait très discrètement, mais ça prend du sens un petit peu plus tard, et ça a pas pris du sens qu'à moitié. Un match que j'attendais énormément et un immense test pour la challengeuse de Toni Storm, Mariamé, qui a cette opportunité au titre en qualité de vainqueur de la Owen Hart Cup 2024 face à Timeless Toni Storm. On a soigné les présentations, on a soigné les entrées, on a soigné vraiment très très fort l'écriture du combat. All Elite Wrestling a très certainement posé là l'un de ses meilleurs combats pour la division féminine de son histoire, sans avoir des spots incroyablement fous, ça a juste été très très bien narré, très très bien compté, aucune précipitation, juste de la rage, de la haine et de la rancœur exprimée. Mariamé était prête à tout pour battre Toni Storm, même à gifler sa propre mère au premier rang. Ça, je gifle pas sa mère. Elles ont gardé le public de manière très très impliquée et passé après un spot fest qui a généralement tendance à un petit peu fatiguer le public, même si c'était l'opener. C'était pas non plus la place la plus facile. Et ben les meufs ont totalement deliver. Excellente exécution, un suspense qui a été très très bien maîtrisé sur la fin de match, un match qui va être remporté par Mariamé. Grosse surprise pour ma part, hein. Je m'attendais à ce que Timeless Toni Storm conserve, mais non, on a créé pour la catcheuse anglaise d'à peine 26 ans un moment qui va la starifier. Vraiment bravo, ça a dépassé mes attentes. Très intrigué de voir comment les choses évolueront, parce que là on a une Mariamé qui en conférence de presse elle a carrément annoncé le décès de Timeless Toni Storm qui vivait hors du temps, elle l'a ramené à la réalité. Les mots à chaque fois sont superbement choisis. Je suis très très impatient de voir comment Toni Storm, à travers son personnage, va réussir à se réécrire, peut-être même à se réinventer dans ce programme qui est peut-être pas terminé. Vraiment jusqu'à présent c'est du quasiment sans faute pour ma part, c'est le programme féminin tout simplement que j'ai préféré sur ces 5 années d'existence d'All Elite Wrestling. Le match suivant que j'attendais un peu comme un accident de voiture, un match où tout est permis parce que c'est le titre FTW qui est en jeu. Chris Jericho, accompagné de Big Bill et de Brian Keith, fait son entrée aux côtés de son groupe de rock Fozzy pour affronter Hook. Petite dédicace sympa de Hook au début de son thème d'entrée. On a mis les battements de cœur, hein, le petit signal qui rappelle bien sûr Taz, hein, sa grande époque à la WWF, grande époque bien moins grande que celle à la ECW. Peut-être l'époque pour laquelle il était le plus connu, et ça a beaucoup fait réagir le public. J'avais très très peur que cette foule hostile à Cardiff prenne le dessus sur le public de Wembley pour un petit peu inverser la tendance sur le combat. J'avais peur que Hook se fasse huer. Ça n'a pas eu lieu. En revanche, Big Bill est vraiment l'un des favoris du public. Alors Big Bill, en plus de ça, il avait un look improbable, il avait un jean noir, des bottes vertes. Les gens ont fait des chants pour réclamer les bottes vertes. J'ai trouvé que les heels n'ont pas été trop cons, puisqu'il n'y a pas de disqualification, donc évidemment ça a fait un gros 3v1 et Hook avait aucun backup, il a pu juste revenir avec sa hargne, avec également l'environnement sauvage, parce qu'il y avait des armes, bien sûr. On a sorti des boules de cricket, des balles de cricket, c'est l'Angleterre, alors soyons clichés, venez en France, battez-vous avec des baguettes, on va faire du cricket en Angleterre. Heureusement ça n'a pas non plus duré beaucoup trop longtemps, on a fait intervenir Taz à la fin, qui est venu empêcher Brian Keith d'intervenir à nouveau, et Hook a fait abandonner dans la Taz Mission le champion Chris Jericho. J'espère que le programme s'arrêtera là. Hook a repris le titre, je ne sais pas quelle sera la suite, c'était le programme qui me hypait le moins, ça n'a pas été pire que ce à quoi je m'attendais. Et c'était marrant, c'était fun, ça passait là, j'en parlais un petit peu plus tard, mais ça aurait pu passer à une autre place. Une place qui aurait peut-être été moins gênante.
Match de championnat par équipe, les Young Bucks défendaient contre FTR et The Acclaimed. La foule de Wembley qui fredonne le thème de FTR, ça fera partie aussi des grands moments, je pense, de ce show All-In. Grosse tenue également pour les Young Bucks qui étaient venus cosplayer en Sgt Pepper, référence Beatles, ça fait plaisir là aussi. Les acclamés sont arrivés à la fin avec un gigantesque rap et étaient clairement les catcheurs les plus over pendant toute la rencontre. Alors comment dire, ouais, 13 minutes de match et il n'y a pas eu de choses qui ont dépassé leur statut. C'est-à-dire que je suis assez content quelque part que All Elite Wrestling souhaite pas faire de la surenchère et ne souhaite pas faire des gros blockbusters à chaque fois qu'ils sortent en pay-per-view. On a eu un match qui était très digeste, qui pourtant impliquait des catcheurs qui ont toujours tendance à vouloir peut-être en faire un petit peu trop. On a respecté sa place sur la carte, on a offert du très très bon divertissement, des très très bonnes combinaisons par équipe, une histoire qui sur le match a été assez bien racontée, puisqu'il y avait de l'animosité qui se ressentait même entre les deux équipes babyface, FTR, les acclamés, ils sont sortis d'un immense 30 minutes, pas cette semaine mais la semaine d'avant. Ça aussi, ça a eu son sens au sein du match. Les Bucks font des transitions entre tout le monde qui sont toujours aussi chouettes. J'ai trouvé que Dark Saoud a une fois de plus épaté la galerie avec ses séries de German Suplex, ça me régale toujours autant. Quel incroyable catcheur. Très bon match de catch, peut-être, oui, le finish peut être vu un peu comme anticlimatique parce que au milieu de tout ça, quand tout s'enchaîne, les Bucks réussissent à remporter la victoire avec le EVP Trigger, remettant de ce fait FTR les acclamer peut-être en chasse-patate pour repartir en conquête du titre ou peut-être pour s'occuper entre eux. Et non, parce qu'on va tout de suite donner une nouvelle direction au programme avec les Grizzled Young Veterans qui étaient déjà passés du côté de Collision il y a quelques temps pour juste une pige. Cette fois-ci, les Grizzled Young Veterans apparemment ont bien signé chez All Elite Wrestling. Ils sont venus faire un face-off avec les Young Bucks. La pop était un peu timide. Alors après, il faut savoir, les mecs, même si c'est des Anglais, c'est un produit anglais, ils sont populaires, ils sont aussi surtout impopulaires parce que ils représentent les couleurs de Liverpool. On est à Londres. Et les Grizzled Young Veterans, dans toute leur carrière, ils ont jamais été babyface. En fait, le face-off avec les Bucks, c'est un écran de fumée. Ils ont attaqué FTR et j'avoue, là, moi, à titre perso, c'est très très égoïste. C'est un dream match que je rêve de voir dans n'importe quelle division par équipe. FTR contre les Grizzled Young Veterans. Ils ont des styles qui matchent plutôt pas trop mal et on est parti de ce fait pour occuper FTR d'une autre manière. J'espère que les acclamés, surtout qu'il y a le gros show du New York Yankee Stadium qui va arriver. Il y a également All Out qui arrive dans à peine 15 jours. Je pense que les acclamés auront leurs opportunités pour le titre en 2 contre 2 contre les Young Bucks. Encore une fois, bravo messieurs, de la bonne action, un match qui a totalement respecté de ce fait sa place sur la carte. Et on arrive à l'immense, le colossal morceau de ce All-In. Un match que, à la fois, j'adore et je déteste. Parce qu'il a aucune cohérence sur le papier. Déjà, ça s'appelle Casino Gauntlet Match. Le Gauntlet Match, par principe, c'est un match par élimination. Et All Elite Wrestling, en fait, avec leurs termes casino, les termes empruntés du monde des jeux, tout ça, il y a le côté surprise. Il y a le côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Ce combat, alors pour résumer un petit peu les règles, ils ont 21 participants. Qui arrivent à des durées indéterminées. En fait, ils ont jamais dit si les entrées se faisaient à durée, à intervalles réguliers ou pas du tout. Il n'y a aucun temps qui a été annoncé. Et quand il y a eu l'expérience de voir ce match 2 fois en weekly, tu peux avoir un mec qui rentre au bout d'1 minute, un mec qui arrive au bout de 3 minutes, un mec qui arrive au bout de 5 minutes, plein de gens qui dorment à l'extérieur du ring. Tout le principe du match, c'est le premier qui fait un tombé sur un de ses adversaires, même si tout le monde n'est pas rentré dans le match, il remporte le match et là, il remportait une opportunité de challenger le champion du monde quand il le souhaitait. Un petit peu à la manière d'un Money in the Bank, d'un cash-in, voilà. Alors en fait, de ce fait, on s'amuse, puisque vu que les règles sont pas correctement définies, on va laisser chaque personne avoir ses spots, envoyer la musique au suivant pour pouvoir recréer un petit peu plus d'entrain du public, un public qui a été chauffé à burn, parce que les mecs, on va commencer déjà avec Orange Cassidy face à Kazuchika Okada. Évidemment, les anciens membres du clan Chaos, parce qu'il a été membre intérimaire du clan Chaos, Orange Cassidy se sont fait un câlin, le visage d'Okada qui change, et Okada et Orange Cassidy qui vont partir dans des séquences derrière, qui vont nous occuper pendant 1 minute ou 2, c'est très très cool. Et là, première gigantesque surprise, un moment qui m'a particulièrement ému, qui parlera peut-être pas à tout le monde, parce que pour beaucoup, oui, cet homme c'est avant toute chose un commentateur. Eh bien non, Nigel McGuinness, qui recatch pour la première fois de sa carrière depuis 2011, Nigel McGuinness sur Oasis Fucking in the Bushes, le thème qu'il avait à l'époque du côté de Ring of Honor, fait son arrivée, 50 000 personnes qui se lèvent, qui chantent comme pas possible. L'instant pour ma part, il est totalement lunaire, il est hors du temps. On va avoir tout de suite un face-off entre Nigel McGuinness, Kazuchika Okada. Alors si on connaît pas Nigel McGuinness, évidemment, on peut pas avoir le même investissement émotionnel, j'en ai bien conscience. Nigel McGuinness, moi à titre perso, c'est le catcheur vraiment de mon adolescence, vraiment de cette période où je découvrais Ring of Honor.
de manière illégale totalement dans le courant des années 2000, et il y a eu ces clashs totalement incroyables entre Nigel McGuinness, Bryan Danielson. Il y a que des classiques de 2006 à 2008. Il y a un super règne de champion un petit peu plus tard de Nigel McGuinness, qui est vraiment un de mes runs préférés en tant que champion du côté de Ring of Honor, où ça tape des Sami Zayn, des Kevin Steen dans des matchs toujours aussi exceptionnels. J'ai toujours été très très heureux pour lui parce qu'il s'est vraiment reconverti en tant que commentateur, et ça a toujours été un commentateur que j'ai trouvé très très talentueux. Il y avait cette rumeur comme quoi il aurait été clear médicalement pour faire un retour, et ça, apparemment même lui l'a dit en interview que c'était un truc qui était envisagé depuis plus d'une année, et ça n'a pas manqué. Il n'y a pas eu d'effet c'est qui, il n'y a pas eu de ok, qu'est-ce qui se passe, qui on voit. Non, un public qui a été giga respectueux, et je pense que l'émotion a été plus que communicative. Nigel. Et on voit dans le ring, ça n'a pas manqué, quoi. On a sorti quelques petits classiques, on a fait des petits trademarks, on a vraiment donné ce moment très très spécial. Et derrière, les entrées qui vont suivre, on va avoir Kyle O'Reilly, on va avoir Mark Briscoe, Roderick Strong. Régalez-nous, puisque tout est permis. Et Zack Sabre Jr., voilà, on sait jamais qui peut se pointer dans ce genre de match. Zack Sabre Jr., vainqueur du G1 Climax, auteur de son match contre Hechicero la veille, Zack Sabre Jr. est sur place. Et voilà, quoi, le fan service, on donne une confrontation Zack Sabre Jr. Nigel McGuinness. Je suis littéralement aux anges. Ça me parle carrément. Voilà, on brille avec tout ce beau monde. On fait rentrer qui ensuite? On fait rentrer celui qui avait vraiment la casquette de favori pour emporter ce combat, Adam Hangman Page, qui met un climat totalement différent dans le combat parce que ça part en phase de destruction, ça prend rapidement des grosses options pour la victoire finale. Entrée ensuite de Jeff Jarrett. Jamais j'aurais pensé qu'il y aurait une telle pop pour le thème de Jeff Jarrett. 58 ans. Le fait qu'on ait choisi Jarrett pour couper le momentum d'Hangman Page, c'était vraiment très très cool. On a terminé en plus cette séquence d'une belle manière parce que y a la femme de Jeff Jarrett, Karen Jarrett, qui a tenté de s'immiscer dans le match, de venir aider un petit peu son mari, Hangman Page, qui a commencé à la menacer, à la provoquer, et ça s'est arrêté avec l'entrée du prochain catcheur qui était le héros et l'une des grosses surprises, en effet un peu anticipée parce que les rumeurs étaient très très insistantes sur son arrivée du côté d'All Elite Wrestling. Ricochet est bien arrivé chez All Elite Wrestling avec un traitement de star, une grosse entrée, ça a pétaradé dans tous les sens. On lui a laissé le temps de sortir plein de trademarks, de combiner déjà avec les catcheurs de All Elite Wrestling, et il est déjà très très bien initié au style. Alors je suis très très content d'ailleurs qu'il ait été utilisé ainsi, pas pour lui donner la victoire finale, non, juste pour le présenter, pour dire ok, ce gars-là il vient concourir et il peut offrir des affiches avec plein de gens. Ça aussi que j'aime bien dans les casinos Gauntlet, au-delà du côté, il y a des mecs qui attendent 10 ans à l'extérieur du ring, les timings, tout ça, pas respecté. Ça, tu vois, d'habitude, ça m'énerve. Mais on voit juste, en fait, le potentiel de toutes les affiches 1v1 que All Elite Wrestling est capable de proposer. Parce que on se limite pas juste à un roster, il y a également les portes interdites et Zack Sabre Jr. qui peut passer par là, des catcheurs du CMLL, peu importe. Il peut toujours se passer des choses totalement dingues. Et All Elite Wrestling, ils nous ont aussi rappelé que rien n'est acquis, à aucun moment, même s'il peut y avoir des surprises, même si il peut y avoir aussi des surprises dans le mauvais sens du terme. Christian Cage est arrivé dans le Casino Gauntlet. Lui qui avait concouru dans le premier match, qui avait perdu, il arrive en boitant, il a une hit qui est tellement naturelle, tellement son personnage est hautain et détestable. Il vient, il prend son spot, on laisse un petit peu tout le monde enchaîner des faux finishes pour essayer de créer un suspense. Et quand Christian Cage, il est peut-être sur le point de remporter la victoire, à notre grande âme, on se dit putain, c'est pas possible quoi. On a vécu les montagnes russes jusqu'au bout, Christian Cage va pas gagner, ce serait la clim du siècle. Et bien, Luchasaurus, oui, ne fait pas son entrée en kill switch, il fait son entrée en Luchasaurus. De ce fait, la petite embrouille qu'on a vue au début du show, elle fait sens. Luchasaurus vient s'en prendre à Christian Cage, il vient en plus avec son ancien thème, et c'était un gros swerve. Voilà, ils nous ont swervé la gueule, super. En fait, Luchasaurus pas du tout. Il est venu foutre le sbull, il a chokeslamé Kyle O'Reilly, je sais plus, et il a en fait donné la victoire sur un plateau d'argent à Christian Cage. Gigantesque clim. Et je vous cache pas, à ce moment-là, j'étais hilar, j'en pouvais plus. J'ai trouvé que ça avait une paire de bols gigantesque de donner la victoire à Christian Cage dans un match où il y a eu autant de surprises, autant de trucs improbables qui se sont passés. C'est t'as le catch et t'as limite l'anti-catch qui gagne à la fin. Ça va tellement donner des billes à Christian Cage pour les promos des semaines à venir. Vous avez eu des Zack Sabre Jr., vous avez eu Nigel McGuinness, la légende qui est revenue, Kazuchika Okada, Ricochet qui a fait ses débuts, et qu'est-ce qui se passe? C'est Christian Cage qui gagne à la fin. Ça me fascine, ça me régale. Ce mec à 50 ans est encore d'une pertinence qui me fascine. Waouh, que d'émotion, vraiment un des moments que j'ai préféré sur cette carte de All In. Et là par contre, c'était très très casse-gueule de passer après ça.
Alors All Elite, ils ont mis le paquet. Ils ont dit ok, on va pas sacrifier les gens, on va tout de suite envoyer Will Ospreay contre MJF. C'était peut-être au niveau du in-ring, au niveau de l'histoire, du drama entre les deux, le truc le plus intéressant à faire pour pas perdre le public, pour les garder investis. Will Ospreay, grosse entrée, Assassin's Creed avec des danseurs, etc. Partenaire Ubisoft, voilà, très très belle tenue. Il vient en conquête, il vient affronter MJF, qui est venu appuyer en Apollo Creed dans Rocky, il en a fait des caisses avec son drapeau américain, ça me régale. Il enlève le peignoir, il enlève le short, il est en slibard, c'est le slibard de Lex Luger. Super, Lex Luger 93, allez, on est parti. Alors évidemment, même si c'était MJF et Will Ospreay, vu la dose d'émotion qui a été prise, le public, il a dû rentrer petit à petit dans le combat. La proposition, elle a pas pu se faire de la même manière que le fameux MJF Will Ospreay qui a duré 1 heure à Dynamite. Il y a eu un travail qui a été très très bien raconté. MJF, il s'en est pris à la nuque de Will Ospreay, qui l'a beaucoup vendu pendant tout le combat. Will Ospreay, il a essayé de taper le genou de MJF, enfin il se serait pété tout seul à un moment, il réceptionne, je sais plus, le hit seeker qui est contré, il retombe, il se tire le genou. Cependant, un petit peu plus tard, il va faire un nice eye moonsault, retomber sur les pieds, pas avant de la jambe. Je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment pété au niveau de la jambe? Ça va servir pour plus tard, il va feinter un petit peu plus tard d'avoir mal au genou pour piéger Will Ospreay dans un pile driver qui était vraiment super. Et c'est à ce moment-là que Will Ospreay a commencé à lui travailler la nuque. Et on a vraiment des bonnes combinaisons, le catch est plutôt smooth, mais on va faire intervenir un peu d'overbooking, va y avoir un ref bump, il va y avoir aussi un caméraman qui va se faire, limite assassiner, il s'est pris un Hidden Blade, le mec, le caméraman incroyable, hein. Slibar assorti aux chaussettes en revanche, très très belle note de goût, ça s'apprécie, c'est aussi le catch. Et le ref bump a permis un truc que j'ai beaucoup apprécié, MJF, il a pas eu sa bague, c'était pas sa bague, il avait une espèce de poids américain ou de poing chargé, parce que c'était une espèce de petite bande qu'il avait autour des doigts, donc qu'est-ce qu'il avait exactement pour frapper Will Ospreay? Il va pas pouvoir le frapper avec, puisque quelqu'un est intervenu, un mec déguisé en caméraman, en staff technique, on sait pas trop, cagoulé, qui est venu empêcher MJF de gruger une dernière fois. Cet homme, c'est Daniel Garcia. Superbe réaction de la part du public. Le programme MJF Daniel Garcia peut s'écrire tout seul désormais. Et Will Ospreay, bien sûr, cette fois-ci ne va pas se retenir, il va remporter la victoire avec un incroyable Tiger Driver 91. Alors là, MJF, il a offert sa nuque, littéralement pour 50 000 personnes. L'arbitre n'est pas arrivé tout de suite pour faire le tomber, mais quoi qu'il en soit, quand il a fait le tomber, il allait pas y avoir une earfall supplémentaire. Will Ospreay remporte la victoire. Il refuse de célébrer avec le titre des États-Unis parce que il l'avait customisé aux couleurs des États-Unis. MJF, non, il prend le titre international, il célèbre avec. Un chouette combat. S'il faut tout de suite faire des comparaisons, oui, j'ai préféré le match de 59 et 58 secondes qu'il y a eu à Dynamite. J'ai beaucoup aimé celui-ci, cela dit. Qui récompense très très bien l'histoire avec le babyface qui gagne, qui salue à la fin. L'opposition entre les deux est chouette. Le catch in ring qui a été proposé était bien. Il y avait de l'overbooking à la fin, comme il fallait se douter qu'il allait y avoir cet overbooking. C'était presque ancré, c'était sur le papier. Bravo messieurs, c'était super. Et les matchs s'enchaînent toujours très très vite. Et la suite, bien sûr, ça va être très compliqué de passer après ça. Surtout que AEW, ils font vraiment aucune pause entre deux matchs. Les pauses, c'est juste, il y a un match qui se termine, on envoie un clip de feud de 1 minute 30 à peine pour présenter le prochain match, et Mercedes Moné contre Britt Baker, c'est maintenant, pour le championnat TBS. Et là, je m'en doutais, ça allait être pour une partie du public, le peace break, que les gens allaient chercher à boire, qu'ils allaient se ravitailler, parce que les pay-per-views de l'Elite Wrestling sont toujours aussi longs, 4 heures au global. On avait vécu des grosses émotions, et même si on a beaucoup soigné les entrées de Britt Baker, de Mercedes Moné, qui, elle, doit se régaler, de boire les larmes de tous les rageux sur internet, ça me fascine. Elle a totalement compris comment se faire détester dans le bon, dans le mauvais sens du terme, elle en a rien à péter. Un match que j'ai trouvé malheureusement un peu long, c'était longué, 17 minutes, un peu sloppy par endroits, une Mercedes Moné qui était en pilote automatique pendant les 10 premières minutes parce que Britt Baker, elle s'est juste contentée de subir sans donner de proposition particulière sur le début du match. Ce qui va un petit peu remettre le public dedans, c'est une espèce de body slam qu'elle avait porté depuis la 3e corde Mercedes Moné qui a été contrée. Alors contrée en plein air, la logique, la pas logique sur le move, tout ça, ça a obtenu une belle réaction du public, donc quelque part, je m'en fous un petit peu. On a impliqué Camille dans un spot à la Eddie Guerrero où Britt Baker a lui envoyé la ceinture, elle est tombée par terre, l'arbitre l'a gaulé, a renvoyé Camille à l'extérieur du ring, mais en revanche ça n'a pas du tout donné la victoire à Britt Baker qui a dû s'incliner face à Mercedes Moné qui était finalement la meilleure dans le ring. Et c'est vrai qu'avec une construction qui a duré 2 mois, j'avoue j'en attendais un peu plus de Britt Baker dans le ring. Je m'attendais à quelque chose de plus combatif de sa part. Mercedes Moné était juste une fois de plus la plus forte et elle continue de marcher voilà, sur en tout cas la division féminine, la partie de la division féminine qu'elle a affrontée. Malheureusement mesdames, très très mal placée
placer, c'était limite mission impossible pour n'importe quel match. Je l'aurais switché, celui-là, vraiment volontairement, avec le hook Chris Jericho, quitte à avoir 2 matchs féminins qui se succèdent. Ça me gêne pas, moi, dans une carte qui est 2 matchs féminins qui se succèdent. Si tu veux vraiment avoir le même traitement pour ton catch féminin, ton catch masculin, à un moment donné, réfléchir une carte où faut pas faire enchaîner les matchs féminins, faites enchaîner les matchs féminins. Allez, let's go, quoi. Allez, c'est parti. Jack Perry défend le championnat TNT contre Darby Allin dans ce combat du cercueil. Darby Allin qui avait l'air vénère, legit, en arrivant au ring. Il avait pas l'air content. Alors tête brûlée en revanche, le mec il vient avec des punaises collées sur le visage. Et Jack Perry c'est le petit con. C'est le petit con, génial, avec son petit sourire d'ange, sa petite tête là de petite frappe qui se la pète. Mais c'était trop bien. En termes de personnalité, Jack Perry a réussi à créer des connexions avec le public, liées bien entendu aussi à l'embrouille avec CM Punk il y a 1 an. Le spot où il a été chercher un petit sac, qu'il l'a vidé, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Du verre pilé, du vrai verre, pleure-moi une rivière, du vrai verre. Ils ont pris pas mal de risques. Il y a Darby Allin qui a fait des dives vers l'extérieur pour se croûter dans le cercueil. Alors là, toujours aussi cinglé celui-là. L'action qui en fin de match va se délocaliser sur la rampe d'entrée avec un Jack Perry qui arrive à faire chuter depuis le haut de la rampe d'entrée, depuis le stage d'entrée, Darby Allin sur 2 tables en contrebas. Il l'a foutu dans un sac mortuaire. On a foutu le sac mortuaire dans le cercueil. Il n'a pas réussi à fermer le cercueil tout de suite. Darby Allin, il a montré un petit peu d'opposition, mais il s'est mangé le coup de genou qui est le finish de Jack Perry, et Jack Perry remporte le match, referme le cercueil, et ça paraissait très rapide, très bref. 10 minutes 37, je pense sincèrement qu'on a écourté le temps, qu'on a écourté volontairement le temps de ce match au vu de tout ce qui s'était passé avant. Ils ont été un peu là, je pense, en sacrifice parce que Bryan Danielson contre Swerve Strickland, voilà quoi, c'était facilement une demi-heure qui était prévue sur le papier avec les entrées, les clips, même peut-être eux ont été raccourcis, et c'est peut-être aussi pour ça que Darby Allin était un petit peu piste, surtout qu'il va y avoir un gros angle d'après-match qu'on pouvait pas louper. Il y a les Young Bucks qui sont arrivés, ils voulaient foutre le feu au cercueil, les Young Bucks, et la musique de Sting, Metallica, le chouette moment, la communion. Sting, il avait dit sur les réseaux sociaux qu'il aurait un œil sur Wembley. Il sort de sa retraite, pas vraiment, il vient juste aider son copain Darby Allin. Il va pas refaire de match, Sting, mais ça a créé un chouette moment de communion avec le public. Voilà, est-ce qu'on pouvait s'en passer? C'est toujours chouette de voir Sting. On est parti pour le main event. Bon, aucune objectivité de ma part, bien sûr, parce que Bryan Danielson, je le dis depuis des années, je crois que c'est mon catcheur préféré ever. Je suis investi à chaque fois pour ce gars qui est un underdog, qui s'est toujours battu contre la machine, qui a finalement été signé par la machine pour se battre contre la machine au sein même de la machine. Et c'est pour moi une des meilleures histoires qui a été racontée ever dans le monde du catch. Bryan Danielson, son succès obtenu à la WWE, et pas n'importe quelle WWE, tu vois, la WWE de Vince McMahon, qui est juré que par les grands gabarits, les gens à plus d'1m85, 1m90, Bryan Danielson, il a réussi quelque chose que seul Shawn Michaels a été capable de faire, et Shawn Michaels, il avait quand même ce truc en plus. Alors tout ça s'est sublimé aussi par la tragédie de sa carrière, 2016, la retraite, le retour totalement inespéré plus de 3 ans plus tard dans un run WWE qui avait ses hauts et ses bas. C'est vrai que il a ce run de champion avec le titre en bois, avec AJ Styles, bon ça va, c'est toujours des moments un peu chouettes, mais en tant que heel, il y a quand même après le dernier grand moment, je dirais, à WrestleMania 37 dans le main event avec Roman Reigns et Edge, le dernier match sans aucun public face à Roman Reigns qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment un de mes matchs préférés. Il signe chez All Elite, et chez All Elite, tu sens qu'il fait ce qu'il a envie de faire le plus, à savoir catcher contre n'importe qui, toute origine, faire le tour de la planète. C'est quelqu'un qui a le catch dans le sang et qui veut juste affronter des gens, prendre du plaisir, découvrir les nouvelles limites de son corps, avec son yoga, avec sa famille, et puis voilà, en plus, l'histoire était bien racontée, et je suis très triste en fait, je suis très triste pour les gens qui se sont dit, ok, il met sa carrière en jeu, ça veut dire automatiquement qu'il va gagner, parce qu'il va pas partir. Je suis vraiment triste pour ces gens-là qui ont vu le côté trop prévisible du match, mais quand Shawn Michaels il a dit la même chose face à l'Undertaker à WrestleMania 26, on était là à se dire, Shawn Michaels va battre l'Undertaker parce que il est pas si vieux, il va pas prendre sa retraite, ça a pas été véritablement teasé en ce sens-là, et ça avait créé un choc totalement exceptionnel. Bryan Danielson, ça fait plus d'1 an qu'il nous dit que dès lors que sa fille elle aura 6 ans, 7 ans, qu'elle ira à l'école, j'en sais rien, il va passer du temps avec elle, il veut être auprès d'elle, il veut être auprès de sa famille, et il veut prendre sa retraite, il veut avoir le choix dans sa vie
de choisir quand sa retraite aura lieu et pas quand on lui imposera obligatoirement parce qu'il a été blessé, parce que ça il l'a connu et ça a été un traumatisme pour lui. Ça fait plus d'un an qu'on est d'accord, qu'on est carré sur cette histoire. Je suis triste pour vous les amis si vous avez trouvé que ce match était beaucoup trop prévisible. Tout pouvait se passer. Ils ont tout fait pour mettre le doute jusqu'au bout. Dans l'histoire qui a été racontée sur le match, sur les entrées, sur l'émotion, sur la famille de Bryan qui est au premier rang avec Brie Bella, avec les gosses, avec Final Countdown, les 55 000 personnes qui chantent Final Countdown, bref, tout était fou. L'entrée de Swerve Strickland, boss final du game, l'entrée, le swag, il a une présence scénique, Swerve Strickland, c'est indécent, c'est incroyable, et c'est le Swerve Strickland sadique qu'on a eu dans ce match. C'est le Swerve Strickland qui a pas hésité à défoncer Bryan Danielson de manière cruelle en lui foutant un putain de Death Valley Driver sur le gong. Voilà, dans le dos de l'arbitre, sur le gong, Daniel Bryan en sang, on va aller lui faire pisser le sang devant ses gosses. Voilà, c'est juste pour pouvoir t'impliquer émotionnellement encore plus dans le truc et te dire que ce gars-là, bah ouais, Swerve Strickland, on l'a aimé parce qu'on aime le sadisme en lui. Mais attention, il a la carrière du catcheur préféré de plein de gens entre les mains. Et Bryan Danielson, bah il va se battre. Il va nous faire peur, il va avoir ses comebacks, il va y avoir ces moments où on va totalement douter parce que on enchaîne les coups de pied talonnade côté Swerve Strickland, les finishes, Chapas et Bryan Danielson, le feu sacré, il y a une petite épaule qui se dégage et c'est parti quoi. La période Bryan Danielson qui nocelle façon yoga et tout, ce moment totalement hors du temps où il se redresse et il dit je t'aime à ses gosses, à sa femme, tout en encaissant les coups de Swerve Strickland et l'énergie en plus de ça portée par le public qui à chaque fois que Bryan va faire un comeback va lancer des Yashin comme pas permis. Je pensais pas revivre ce que WrestleMania 30 n'a pas été capable de me transmettre en termes d'émotion. Je crois que c'est beaucoup sublimé dans l'esprit des gens parce que Bryan gagne à la fin et que la réaction finale sur sa victoire est totalement folle, totalement stylax. Le match de WrestleMania 34, si vous le regardez dans son intégralité, les 10 premières minutes du combat, les 15 premières minutes, c'est mort. La foule est morte. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent de se manger la défaite de l'Undertaker dans la streak face à Lesnar. Et c'est vraiment la toute fin, tu vois, qui investit émotionnellement le public sur la victoire de Bryan, qui pour le coup, là, était, on peut le dire, plutôt anticipable. Là, pour moi, c'était beaucoup moins anticipable. Ils ont réussi à nous mettre le doute jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Élément scénaristique, il fallait le faire, mais à un moment donné, un moment très très précis du combat où Swerve Strickland était peut-être sur le point de remporter la victoire et de renvoyer Bryan Danielson à la retraite, Hangman Page est arrivé. Il s'en est pas pris physiquement à Swerve Strickland, il a juste signifié sa présence aux abords du ring, il s'en est pris à Prince Nana et tout un service de sécurité est arrivé pour le pousser à l'extérieur, service de sécurité en partie français, putain mais Kouro, t'es partout frère, monsieur Hype, monsieur Sécu là, incroyable hein, la France, monsieur la France, hein, il a mis, je sais pas, il a mis Michael Oku sous le bus pour faire la sécurité, bravo. Ça a donné à Bryan l'occasion de revenir avec le Boussakoni mais pour un compte de 2, donc de ce fait statu quo, on revient, face-off final, public en ébullition, et Bryan Danielson, dans sa Lebel Lock finale, va réussir à faire céder, bah non, pas tout de suite, hein, Swerve Strickland, il va falloir faire évoluer un petit peu la prise, la faire varier, transitionner, péter les bras autrement, et il a réussi, hein, en fait, il a réussi à faire abandonner Swerve Strickland au moment où il tape, il y a eu une espèce de libération, une espèce d'explosion, et Bryan Danielson qui se célèbre derrière, Final Countdown, les gens en excitation comme pas permis, les yes chants, les larmes, pour ma part, moi là, à ce moment-là, elles sont sincères, parce que le moment dans sa carrière est vraiment trop beau, il accomplit tout ce qu'il faut accomplir dans le catch, les championnats les plus importants, il va tous les chercher, il lui manque la WGP, attention, est-ce que de ce fait, est-ce que la carrière elle se poursuit, tout ça, en revanche. Tu vois, là je commence à beaucoup plus l'accepter maintenant qu'on a eu ce moment-là, je suis prêt à accepter la retraite très très proche de Bryan Danielson. Je pense que ça va arriver très vite, il va d'ailleurs s'exprimer auprès du public ce mercredi à Dynamite, je pense que dès lors qu'il perdra ce titre, sa carrière sera terminée. Bref, il y a plein de scénarios, mais si mercredi, Bryan me dit je rends le titre vacant, bah allez, je suis prêt peut-être enfin à l'accepter. Il faut se faire une raison, en tout cas, qui peut se vanter dans le monde du catch, à part Ric Flair, à part Shawn Michaels, tu vois, il n'y a pas beaucoup de catcheurs qui sont partis sur un incroyable dernier combat. Et All Elite Wrestling font ça pour Bryan Danielson. C'est fantastique. Merci en tout cas. Bravo, All In. Succès global, gros investissement émotionnel. Très ravi que ça a ému et ça a investi autant de gens, autant de fans de catch. Ça me fait toujours plaisir parce que c'est une énergie, une émotion qui est surtout communicative. C'est beau le catch et je suis très content de vous en parler. On a une belle semaine encore face à nous parce qu'il y a Bash in Berlin qui se prépare pour le week-end prochain et des grosses émotions à vivre encore. Vive le catch, quelles que soient les compagnies, quels que soient les catcheurs. Par pitié, arrêtez de vous
plaindre, arrêtez le négativisme, c'est relou à la fin. Vous voyez pas qu'il y a des gens qui sont heureux? Est-ce que vous pouvez pas être juste heureux des fois, juste pour les gens heureux? Bah, je trouve que c'est bien d'être heureux pour les gens heureux et d'être positif au sujet d'une passion qui nous habite. Avant toute chose, restez forts. C'était pour moi, c'était Sturi. Je vous aime. Ciao, bye bye.